Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on se plonge dans une opposition qui a vraiment façonné la pensée de millions de personnes sur l'argent. Le texte de référence nous met face à deux figures paternelles, deux philosophies radicalement différentes. D'un côté, un homme très instruit, haut fonctionnaire, qui a connu des difficultés financières toute sa vie, et de l'autre, un homme qui n'a pas fini le lycée mais qui est devenu l'un des plus riches d'Hawaï. La question qui en découle, elle est fondamentale et peut-être plus pertinente que jamais. Quelle est la meilleure philosophie pour naviguer dans notre économie actuelle? Est-ce qu'il s'agit de suivre la voie de la prudence, en misant sur une éducation solide pour obtenir un emploi stable, sécurisant, ou alors faut-il rejeter ce modèle pour apprendre les règles d'un jeu différent, celui où on fait travailler l'argent pour soi? Je défendrai l'idée que le chemin tracé par le père pauvre, éducation, travail acharné, sécurité de l'emploi, n'est pas une recette pour la pauvreté, mais bien une stratégie pragmatique et responsable qui constitue le socle de notre société. Et moi, je soutiendrais que cette prétendue sécurité est justement l'illusion la plus dangereuse qui soit. C'est un piège mental. La véritable éducation, celle que le père riche a enseignée, ne consiste pas à apprendre à travailler pour de l'argent, mais à comprendre comment l'argent fonctionne pour s'affranchir de la peur et du désir qui dictent la vie de la majorité des gens. La philosophie du père pauvre, elle est ancrée dans la réalité de 99% des gens. Son mantra, va à l'école, obtiens de bonnes notes pour trouver un bon travail sûr, c'est un conseil de bon sens, quoi. Il valorise la contribution à la société par le travail, la stabilité qu'offre un salaire régulier et puis toutes les protections sociales qui en découlent, une retraite, une assurance maladie, des congés payés. C'est une vision qui place la sécurité de la famille au premier plan. Quand il disait la raison pour laquelle je ne suis pas riche, c'est parce que j'ai des enfants, ce n'était pas un aveu d'échec, mais l'expression d'un sacrifice conscient, d'un devoir parental assumé. Il a choisi la stabilité pour les siens plutôt que le risque pour lui-même. C'est une position honorable et, je trouve, profondément réaliste. Honorable peut-être, mais efficace. Là, c'est une autre histoire. Le résultat est sans appel. Malgré son doctorat et son salaire très confortable, le père pauvre est mort en laissant des dettes. L'autre a laissé un empire. Ça prouve bien que le niveau d'études et le montant du salaire n'ont qu'un lointain rapport avec la richesse. La leçon du père riche, elle est ailleurs, elle est psychologique. Il disait: les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches, eux, font travailler l'argent pour eux, tout par-delà. Le père pauvre se fermait l'esprit en disant: je ne peux pas me le permettre. Le père riche, lui, forçait son cerveau à trouver des solutions en se demandant: comment puis-je me le permettre? Le système éducatif, défendu par le père pauvre, est conçu pour former d'excellents employés, des spécialistes. Il n'est absolument pas conçu pour former des entrepreneurs ou des investisseurs qui, eux, doivent être des généralistes. Mais cette vision de l'entrepreneuriat, c'est une caricature un peu romantique, non hein? Pour chaque succès éclatant, on oublie combien de faillites, de familles brisées par le risque. Le désir d'un emploi stable, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une stratégie de gestion du risque tout à fait rationnelle. Dans une économie mondiale de plus en plus imprévisible, un poste de fonctionnaire ou un contrat dans une grande entreprise offre une prévisibilité que l'aventure entrepreneuriale ne pourra jamais garantir. C'est un rempart contre l'anxiété. Ce que vous appelez une illusion de sécurité, moi j'appelle ça une tranquillité d'esprit qui a une valeur inestimable. Mais cette tranquillité d'esprit, c'est précisément ce que le père riche appelait le piège de la rat race. Ce n'est pas juste un cycle de travail et de facture. C'est un état d'esprit où la peur de perdre son emploi vous paralyse et où chaque augmentation de salaire est immédiatement absorbée par un désir de consommer, plus une plus grande voiture, une maison plus chère, de plus lointaines vacances. On court de plus en plus vite sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. La peur vous fait accepter le poste, le désir vous fait dépenser le chèque de paye. C'est un esclavage moderne et volontaire. L'expérience où il a fait travailler les enfants gratuitement pendant des semaines n'était pas de l'exploitation. C'était une leçon de choses, un peu brutale, pour leur faire ressentir ce piège de l'intérieur et leur donner envie de s'en échapper à tout prix. Une leçon brutale, vous l'avez dit. On parle d'un enfant de 9 ans. Je comprends que la leçon se voulait marquante, mais elle me semble extrême et, honnêtement, peu applicable. Si on revient à des stratégies plus accessibles pour la majorité des gens, le père pauvre mettait l'accent sur quelque chose de très concret, la propriété de sa maison. Pour lui, comme pour des millions de familles, c'était le socle de la sécurité financière, l'investissement d'une vie. Et c'est là que réside l'erreur financière la plus répandue et, je pense, la plus dévastatrice.
Le père riche avait une définition simple et implacable. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. Une résidence principale, avec son crédit, ses impôts, son assurance, son entretien, ça sort de l'argent de votre poche tous les mois. C'est donc un passif. Le considérer comme son principal investissement, c'est la recette garantie pour stagner financièrement. Attendez. Vous qualifiez la maison de passif, mais pour des millions de familles, c'est leur seul patrimoine tangible. C'est un moyen de se constituer un capital de force, une protection contre l'inflation à long terme, et ça offre une stabilité que votre définition purement comptable ignore totalement. Comment vous pouvez ignorer la valeur non financière de la sécurité, de l'enracinement, de l'environnement stable pour élever des enfants? Et surtout, d'où vient le capital pour acquérir ces fameux actifs, si ce n'est d'un emploi stable et d'une épargne disciplinée, précisément ce que prône le père pauvre? Ah, mais je n'ignore pas cette valeur, attention. Je dis simplement qu'il ne faut pas la confondre avec un investissement financier. Le problème, ce n'est pas d'acheter une maison, c'est de l'acheter en premier et de la considérer comme un actif. La stratégie du père riche est inverse. D'abord, on se concentre sur l'acquisition de vrais actifs, des choses qui génèrent des revenus passifs, un bien immobilier locatif, des actions à dividendes, une petite entreprise qui tourne sans vous. Une fois que le flux de revenus de ces actifs est suffisant, il peut alors financer l'achat des passifs, comme une belle maison. La classe moyenne achète les passifs avec son salaire et sa sueur. Les riches font acheter leurs passifs par leurs actifs. Voilà toute la différence. Le capital de départ n'a pas besoin d'être énorme. L'important, c'est de commencer à acquérir la connaissance, même avec de petites sommes. Mais cette connaissance, où est-ce qu'on l'acquiert? Le père pauvre misait sur l'université, un lieu de savoir structuré, validé. Le père riche, lui, semble prôner une sorte d'apprentissage sur le tas qui est bien plus aléatoire. Parce que l'objectif de l'apprentissage est différent. C'est ça qu'il faut comprendre. Le père pauvre voulait que l'auteur apprenne à rédiger un CV parfait pour être embauché. Le père riche voulait qu'il apprenne à rédiger un plan d'affaires pour embaucher. L'école nous apprend à devenir des spécialistes, à nous insérer dans un système existant. Elle ne nous apprend pas à créer le système. L'épisode de la bibliothèque de bande dessinée est l'illustration parfaite de cette éducation alternative. Je dois admettre que l'ingéniosité de cette idée est séduisante. C'est une excellente illustration de la pensée hors des sentiers battus. Cependant, mon objection demeure. Est-ce que c'est un modèle reproductible ou un simple coup de chance? Ça reposait sur une conjonction de facteurs favorables, un distributeur compréhensif, des bandes dessinées gratuites, une main-d'œuvre bon marché. C'est une belle histoire, mais c'est un exemple de biais du survivant. On nous montre le gagnant, mais on oublie les milliers d'autres qui, en tentant des expériences similaires, ont simplement perdu du temps et de l'argent. Vous voyez ça comme un coup de chance? Moi, je vois ça comme une compétence. La compétence clé n'était pas de gérer une bibliothèque, c'était d'identifier une opportunité que personne d'autre ne voyait. Un actif, les invendus, qui était considéré comme un déchet par son propriétaire. Ils ont transformé le passif d'un autre en leur propre actif. C'est cette tournure d'esprit que l'éducation financière développe. Il ne s'agit pas de reproduire l'idée, mais de s'approprier le processus mental. L'éducation formelle, avec sa peur de l'échec et sa valorisation de la bonne réponse, anesthésie cette capacité à voir les opportunités. Mais cette éducation formelle enseigne aussi la rigueur analytique, la prudence, ce qui nous amène à la question du risque. Le conseil du père pauvre ne prend pas de risque, c'est une philosophie de protection. Elle est conçue pour protéger le patrimoine familial, même modeste, de la catastrophe. La plupart des gens ne sont ni formés, ni psychologiquement armés pour naviguer dans le monde de l'investissement à haut risque. Sa prudence, c'est une sagesse. Là encore, c'est une question de vocabulaire et de perspective. Le père riche ne disait pas « prenez des risques stupides ». Il disait « apprenez à gérer le risque ». C'est fondamentalement différent. Il expliquait que la principale raison des difficultés financières, ce n'est pas l'économie ou le gouvernement, mais la peur et l'ignorance. La peur de perdre de l'argent est si forte chez la plupart des gens qu'elle les paralyse et les empêche de saisir la moindre opportunité. Le véritable risque, disait-il, c'est d'ignorer comment fonctionne l'argent et de confier son avenir financier à un unique employeur et à un système de retraite incertain. Ça, pour le coup, c'est jouer à la roulette russe. C'est un argument convaincant, je l'admets. Mais comment concrètement apprendre à gérer le risque sans avoir un capital à risquer au départ? On tourne en rond, c'est un cercle vicieux. La méthode du père pauvre, aussi imparfaite soit-elle, fournit au moins ce capital de départ grâce à des décennies de travail et d'épargne. C'est la première étape indispensable. Le père riche dirait qu'on commence par investir son temps, pas son argent. Lire des livres, assister à des séminaires,
analyser des centaines de transactions immobilières ou boursières avant d'investir le premier euro. La connaissance réduit le risque. Ce qu'il critiquait, c'était le fait de jouer la sécurité par ignorance. Il cherchait des investissements à risque asymétrique, des situations où le potentiel de gain est infiniment supérieur au risque de perte, qui, lui, est limité et calculé. C'est un calcul, pas un coup de dé. Le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre du tout, parce qu'en ne faisant rien, on est certain de se faire rattraper par l'inflation et la précarité. Au final, je persiste à croire que la voie du père pauvre représente un chemin de responsabilité. C'est une voie qui a construit la classe moyenne, qui a permis à des générations de vivre mieux que leurs parents. La rejeter en bloc comme un piège, c'est un luxe que seuls ceux qui ont déjà réussi peuvent se permettre. Pour la grande majorité, c'est une encre nécessaire dans un monde tumultueux. Peut-être que la sagesse réside dans une approche hybride. Utiliser la discipline et la sécurité du père pauvre pour construire une base solide, un capital de départ, qui servira ensuite de tremplin pour appliquer les leçons d'investissement plus audacieuses du père riche. Je peux entendre cette idée de synthèse, oui, mais à une condition, qu'on comprenne que l'enseignement du père riche est avant tout une révolution mentale. Il ne s'agit pas d'opposer salariat et entrepreneuriat, mais d'adopter une posture active face à l'argent, quel que soit son statut. Un salarié peut tout à fait appliquer cette... Alors, aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un manuscrit sur l'éducation financière. L'idée centrale, c'est que la clé, ce n'est pas le salaire, mais la capacité à acquérir des actifs. Oui, et ce qui frappe tout de suite, c'est la force de la simplification. C'est très direct. Mais c'est aussi là, je pense, qu'on trouve la première grosse opportunité d'amélioration. Ah oui. En fait, ça nous amène directement à notre premier point. Cette dichotomie très nette que le texte établit entre un actif et un passif, elle a besoin d'être nuancée pour devenir un outil vraiment robuste pour le lecteur. Pourtant, le concept est d'une clarté redoutable. Le texte pose une règle simple, un actif, ça met de l'argent dans ta poche. Un passif, ça en retire. Tout le système de pensée du bouquin repose là-dessus, avec des schémas de cash flow très parlants. C'est vrai, C'est simple, c'est mémorable, on comprend tout de suite. c'est une porte d'entrée pédagogique exceptionnelle, on est tout à fait d'accord. Le problème, ce n'est pas la règle en elle-même, mais son application hyper rigide tout au long du texte. D'accord. En la présentant comme ça, comme une loi universelle immuable, le manuscrit prend le risque de paraître dogmatique. L'exemple de la maison, tu penses? Exactement. L'exemple le plus flagrant, c'est la résidence principale. Elle est systématiquement classée comme un passif. Or, pour des millions de lecteurs, c'est leur principal actif patrimonial. C'est un levier d'enrichissement. En leur disant « vous avez tort, c'est un passif », on risque de les braquer, de perdre leur confiance dès le début en fait. Je comprends l'argument, mais en même temps, est-ce que l'auteur ne cherche pas justement cet effet de choc? Cette simplification un peu brutale, elle a le mérite de forcer le lecteur à remettre en question des croyances très ancrées, du genre « acheter sa maison, c'est toujours le meilleur investissement possible ». Si on nuance trop, on ne risque pas de diluer ce message percutant. Mais si, et c'est une excellente stratégie pour un premier chapitre, pour créer un électrochoc, pour capter l'attention. Vous avez raison, l'impact est puissant. Voilà. Le danger, c'est si cette règle n'est jamais assouplie par la suite, si le lecteur, chapitre après chapitre, continue de se heurter à cette vision binaire qui ne correspond pas à la complexité de sa propre vie, il finira par se dire Ce conseil est trop simpliste. « c'est ça ». Il ne s'applique pas à ma situation. Et là, il risque d'abandonner le livre en entier. La force du début devient alors une faiblesse qui discrédite tout le reste du propos. D'accord, je vois. L'idée n'est donc pas de jeter la règle, mais de la faire grandir avec le lecteur. On commencerait avec ce commandement simple pour établir un principe, et puis on le transformerait en un outil d'analyse plus sophistiqué. Exactement. Il faut sortir de la logique binaire « c'est un actif » ou « c'est un passif » pour entrer dans une logique de spectre. La suggestion, ce serait d'introduire cette notion de contexte. Un spectre? Oui. Un bien n'est pas intrinsèquement l'un ou l'autre, il se comporte plus ou moins comme un actif ou un passif selon son financement, son utilisation, la fiscalité, le marché. Le but, c'est de montrer au lecteur comment évaluer où se situe un bien sur ce spectre. J'aime bien cette idée de spectre. Mais concrètement, si on revient à notre cas d'école, la résidence principale, comment on applique ça sans tomber dans un vague? Ça dépend. Comment le texte peut-il guider le lecteur? En lui donnant les outils pour qu'il fasse sa propre analyse. On pourrait par exemple ajouter une section intitulée « Le vrai bilan de votre résidence principale ». Au lieu de se focaliser uniquement sur le cash flow mensuel, négatif, les remboursements, les taxes, l'entretien, on inviterait le lecteur à calculer ce que j'appellerais son rendement patrimonial net.
Intéressant. Le texte pourrait proposer un calcul simple. D'un côté, les sorties d'argent, de l'autre, les gains potentiels. L'appréciation annuelle moyenne du bien dans son quartier, le capital remboursé qui augmente son patrimoine net, et même l'économie réalisée par rapport à un loyer équivalent. Elle vous enrichit donc de 2% net par an, même si elle pèse sur vos liquidités mensuelles. Précisément. Et ça change tout. Le lecteur n'est plus un simple spectateur à qui on assène une vérité. Il devient un analyste de sa propre situation. Oui, Et ça change la nature de la question. Au lieu de se demander passivement « est-ce un actif ou un passif ?», il se demande activement « comment est-ce que je peux agir pour que ma maison se comporte davantage comme un actif ?» En renégociant mon prêt, en louant une chambre, ça responsabilise et ça donne des pistes. C'est vrai que cette nouvelle question est bien plus puissante. Et ça ouvre la porte à d'autres types de biens qui ne rentrent pas dans la définition de base. Je pense aux investissements qui n'ont pas de revenus réguliers, par exemple. C'est le deuxième enrichissement majeur à apporter à la définition. Aujourd'hui, elle est trop axée sur le flux de trésorerie immédiat. Selon la règle stricte, une action d'une jeune start-up en pleine croissance qui ne verse aucun dividende ne serait pas un actif. Ce qui est une aberration. C'est une aberration, oui. C'est un actif par excellence en raison de son potentiel d'appréciation. Le texte doit donc intégrer les notions de potentiel de croissance et de risque. Un actif, ce n'est pas seulement un truc qui génère un revenu. C'est aussi quelque chose qui a une probabilité de prendre de la valeur dans le temps. Et inversement, qui a un risque de tout perdre. Exactement. Et de devenir alors un passif total. Donc on passerait d'une vision en 2 dimensions, ça rapporte ou ça coûte, à une vision en 3 dimensions qui intègre le temps, le potentiel et le risque. Le livre pourrait même proposer une matrice simple pour aider le lecteur. Un axe pour le cash flow, un autre pour le potentiel d'appréciation. Tout à fait. Et ça permet de créer des catégories bien plus utiles. Les actifs de rendement, les actifs de croissance, les actifs hybrides et les passifs purs comme un crédit à la consommation. Le modèle mental qu'on offre au lecteur devient infiniment plus robuste et plus préparé pour la complexité du monde réel. Cette idée de rendre le modèle plus robuste, elle est fondamentale. Et ça m'amène à un autre grand écart que j'ai ressenti dans le manuscrit. Celui entre la théorie pour les débutants et la pratique pour les experts. On donne au lecteur les toutes premières bases, puis on lui montre le sommet de l'Everest, mais on oublie de lui fournir le guide pour atteindre les premiers camps de base. C'est une transition parfaite parce que c'est exactement le deuxième point majeur. Il faut impérativement, je pense, solidifier le pont narratif entre les finances personnelles de base et les stratégies d'entreprise avancées, pour que le parcours du lecteur soit crédible et motivant. C'est ça. Le texte nous guide depuis des conseils très accessibles comme « Occupez-vous de vos propres affaires en achetant quelques actions » et puis, quelques chapitres plus tard, bim, il nous explique comment créer une société offshore pour acheter une Porsche avec des revenus avant impôt. Le saut est vertigineux. C'est plus qu'un saut, c'est un gouffre. Pour le lecteur qui vient à peine de comprendre la différence entre un actif et un passif et qui envisage d'ouvrir son premier compte titre, cette transition est au mieux déroutante, au pire complètement décourageante. Oui, je suis d'accord. Ça crée une rupture dans le pacte de confiance. Le livre passe son temps à dire « l'enrichissement est accessible à tous », puis il présente une stratégie si complexe qu'elle semble crier « enfin, pas vraiment à vous, pas avant très très longtemps ». C'est presque contre-productif. Le lecteur qui vient de mettre 1 000 € de côté avec difficulté se sent exclu du vrai secret des riches. On lui montre le point A et le point Z, mais tout le cheminement entre les deux Qui est le plus important ? est absent. Il se retrouve seul face à une montagne qui lui paraît ininfranchissable. Exactement. Le risque, c'est qu'il referme le bouquin en pensant « c'était bien au début, mais la suite n'est pas pour moi ». Il manque une étape cruciale, une phase de transition. La suggestion est donc simple en fait, il faut construire ce pont. Il faut insérer une ou plusieurs sections qui détaillent la phase de mise à l'échelle du portefeuille avant même d'évoquer des montages juridiques. Concrètement, il semblerait à quoi ce pont trait ? Si on devait écrire ce chapitre manquant, de quoi on parlerait pour accompagner ce lecteur qui a ses premiers actifs mais qui est encore très loin de monter une holding ? Ce chapitre pourrait s'intituler, par exemple, « De 1 000 à 100 000 €, faire grandir votre colonne d'actifs ». Le focus ne serait plus sur l'acquisition du premier actif, mais sur la gestion d'un portefeuille naissant. D'accord. On y aborderait des thèmes très concrets. Premièrement, la diversification pratique. Vous avez acheté vos premières actions, parfait. Maintenant, comment on s'assure de ne pas tout mettre dans le même panier ? Et là, on explore les ETF, les obligations, l'immobilier fractionné.
Deuxièmement, la puissance du réinvestissement, montrer par l'exemple comment le fait de réinvestir les dividendes ou les loyers crée un effet boule de neige. On pourrait aussi, à ce stade, introduire la psychologie de l'investisseur. C'est souvent là que tout se joue, non? Le lecteur a maintenant un peu d'argent en jeu, il va voir son portefeuille monter et descendre. Comment il gère ses émotions? Comment ne pas vendre en panique à la première baisse? Ce chapitre pourrait lui donner des outils pour comprendre son profil de risque. C'est un excellent ajout. C'est fondamental. Et une fois que ce chapitre a solidifié la confiance et les compétences du lecteur, là on peut enfin aborder la stratégie de la société, mais en la repositionnant complètement. Ah, comment ça? Ce n'est plus un secret mystérieux réservé à une élite, mais l'étape logique suivante dans son parcours. Le texte pourrait l'introduire comme ça. Quand vos revenus passifs atteignent un seuil où ils commencent à rivaliser avec votre salaire ou que la gestion de vos actifs devienne une activité à part entière, l'optimisation fiscale via une structure dédiée n'est plus un luxe, c'est un outil de performance. C'est un problème de riche, et félicitations, vous êtes en passe d'en avoir un. Voici comment le résoudre. J'adore ce repositionnement. Ça transforme une barrière intimidante en un objectif désirable. Le lecteur ne se dit plus « je ne comprendrai jamais ça », mais plutôt « j'ai hâte d'avoir ce genre de problème à gérer C'est toute la différence. ». Ça maintient la motivation intacte. Pour construire une maison. Et la fin du livre nous montre une photo d'un gratte-ciel de 50 étages. Ce qu'il manque, c'est le manuel de l'artisan pour monter les murs porteurs du rez-de-chaussée, installer la plomberie, tirer les câbles électriques et construire les 3 premiers étages. Sans ce savoir-faire intermédiaire, la dalle de béton restera une dalle de béton et le gratte-ciel un rêve accessible. Il faut donner au lecteur le plan pour construire sa maison, étage par étage, avant de lui parler de gratte-ciel. C'est très clair. Pour résumer donc, ce manuscrit a un potentiel énorme grâce à son message central qui est simple et puissant. Pour qu'il atteigne vraiment son objectif, 2 grands chantiers se dessinent. C'est ça. Premièrement, faire évoluer la définition d'actif et de passif. Passer d'une règle rigide à un spectre d'analyse flexible en y intégrant le contexte, le potentiel et le risque. Ça la rendra plus crédible et plus utile. D'accord. Et deuxièmement, construire une passerelle narrative et pédagogique solide entre les premiers pas de l'investisseur et les stratégies avancées, pour offrir au lecteur un parcours d'apprentissage qui soit complet, cohérent et surtout qui le motive à chaque étape. En travaillant sur ces 2 axes, le manuscrit ne se contentera plus d'inspirer, il guidera véritablement et efficacement chaque lecteur, quel que soit son point de départ. Nous serions vraiment passionnés à l'idée de découvrir une version révisée qui intégrerait ces réflexions. Voici l'essentiel sur une approche de la richesse qui mise tout sur l'audace et la créativité, bien plus que sur le simple travail acharné. L'analyse part d'un constat assez simple. S'accrocher à la vieille idée de « travailler dur pour épargner », eh bien c'est souvent ça qui nous bloque financièrement. Surtout aujourd'hui où la vraie richesse, c'est l'information. Premier point clé, l'audace vaut bien plus que les diplômes. Dans la vraie vie, ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui réussissent, mais bien les plus audacieux. Le plus grand frein, c'est la peur, le doute. Il faut donc développer ce qu'on appelle son QI financier. Et ça n'a rien à voir avec l'école, c'est une sorte de créativité pour se créer des options bien au-delà du simple salariat. Deuxième idée, et c'est peut-être la plus surprenante, votre esprit peut littéralement inventer de l'argent. Comment, vous demandez-vous? Tenez, un exemple concret du livre. L'auteur utilise un petit prêt pour la compte d'une maison saisie achetée pour une bouchée de pain. Il la revend tout de suite bien plus cher et transforme la différence en un actif qui lui rapporte de l'argent chaque mois. L'argent a été créé par le montage financier, pas par un travail classique. Alors comment on fait ça? C'est le 3e et dernier point. Il faut devenir un créateur d'investissement. En gros, il y a 2 types d'investisseurs. Ceux qui achètent des produits tout faits et les pros qui créent leurs propres opportunités. Pour ça, 3 compétences sont essentielles. Dénicher l'affaire que personne ne voit, savoir trouver les fonds et bien sûr savoir s'organiser avec des gens plus intelligents que soi. En bref, la richesse n'est pas tant quelque chose que l'on gagne, mais plutôt quelque chose que l'on conçoit. Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un livre de finances personnelles qui propose une liste très concrète d'actions pour s'enrichir. Oui, et c'est un texte qui a une énergie folle, une vraie capacité à donner envie de se lever de son canapé, de conquérir le monde. C'est ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est de voir comment on peut s'assurer que cette formidable énergie, elle mène le lecteur vers un succès durable, et pas dans un mur. D'accord. Le potentiel est là, il est immense, mais il y a quelques angles morts qui pourraient être problématiques. Alors le premier point qui m'a frappé justement, c'est cet optimisme. Il est presque débordant. Ah oui, Le texte est excellent pour motiver,
pour pousser à l'action, mais on dirait qu'il présente une version des événements où tout se passe toujours bien. C'est exactement ça. Il manque peut-être un peu de... De nuances sur les risques. Voilà, c'est le cœur du problème. Le ton est une force, il ne faut surtout pas le perdre, mais il crée une sorte de réalité alternative où l'échec, il n'existe pas. Tu penses à un exemple en particulier? Oui, l'exemple de l'ami qui finance les études de ses enfants avec un investissement immobilier à Phoenix. Ah, l'histoire est géniale. Elle est magnifique. On part de 7 900 $ pour arriver à un revenu passif de 3 000 par mois. C'est le genre de récit qui peut changer une vie. Complètement. En lisant ça, tu te dis « je veux être cette personne, je peux être cette personne ». Exactement. Sauf que cette histoire, c'est le meilleur scénario possible, filmé au ralenti avec la musique qui va bien. Ok. Ça occulte toutes les autres versions de l'histoire. Que se serait-il passé si le marché de Phoenix s'était effondré 3 mois plus tard? Ou s'il avait eu des locataires compliqués. Des locataires qui ne payent pas pendant 6 mois, ou qui saccagent l'appartement. Ou la chaudière qui lâche en plein hiver et qui coûte 5 000 $. D'accord, le texte ne parle de rien de tout ça. Rien. En ne montrant que le sommet de la montagne, on ne prépare pas le lecteur à l'escalade. Mais est-ce que ce n'est pas le but de ce genre de livre? Vendre du rêve pour pousser à l'action, quitte à simplifier. C'est une excellente question. Si on commence à lister tous les risques, on paralyse le lecteur, avant même qu'il ait commencé. C'est tout l'enjeu de l'équilibre. Le but n'est pas de faire peur, c'est de transformer une confiance, disons, fragile en une confiance robuste. C'est-à-dire? La confiance fragile, elle vient de l'ignorance des risques. La confiance robuste, elle vient de la connaissance des risques et de la certitude d'avoir un plan B. C'est toute la différence. D'accord. Il y a un autre exemple dans le texte, cette astuce avec le chat. Ah oui, utiliser son chat comme partenaire d'affaires pour avoir une clause de sortie? Voilà, J'avoue que ça m'a fait sourire. C'est malin, c'est mémorable. c'est très mémorable. Mais si on y réfléchit 2 secondes, c'est une approche qui peut être perçue comme un peu Douteuse. scrupuleuse, oui. Dans l'immobilier, la réputation, c'est un actif majeur. Si tu deviens connu comme la personne qui fait des offres en l'air avec des clauses de sortie bidon, Henri Guet, les agents sérieux ne voudront plus travailler avec toi. exactement. La bonne astuce à court terme peut détruire ta crédibilité à long terme. Ok, donc l'idée, ce n'est pas d'enlever ces histoires, mais de les enrichir, de les transformer en vraies leçons. C'est ça. Comment on fait ça concrètement sans alourdir le texte? C'est plus simple qu'on ne pense. Il suffit d'ajouter 1 ou 2 phrases de contexte. Par exemple? Pour l'histoire de Phoenix, on pourrait ajouter un petit paragraphe juste après. Quelque chose comme « Cette stratégie a brillamment fonctionné dans un marché en hausse. Mais un investisseur avisé se prépare toujours à l'imprévu. » D'accord. Et on continue. Par exemple, en constituant un fonds d'urgence équivalent à 6 mois de loyer pour couvrir une vacance ou une réparation majeure. Voilà. Ah oui, en 2 phrases, on n'a pas tué le rêve. Non. On l'a ancré dans une stratégie solide. On passe de regarder comme c'est facile à regarder comme c'est possible si vous êtes bien préparé. Précisément. Et pour l'histoire du chat, l'intention est bonne. Il faut une porte de sortie. Toujours. Mais au lieu d'une astuce un peu bizarre, on la reformule en conseil pro. Du genre, chaque offre doit inclure des clauses de sortie claires et légitimes, comme une clause conditionnelle à une inspection satisfaisante ou à l'obtention de votre financement. Ce qui est la pratique standard en fait. Voilà. C'est tout aussi efficace, mais c'est durable. On remplace la ruse par la compétence. Ce qui m'amène à un deuxième point qui est lié à la structure, surtout la fin du livre. Oui, On sent un glissement. Le chapitre commence comme un guide pratique et il finit presque en page de pulpe. c'est une excellente image. Ce chapitre, encore plus, voici quelques actions à faire. Le titre est clair. L'attente est très claire. Le lecteur a lu tous les livres, il est à fond, et là, il attend la liste de courses. C'est ça. Et ça commence bien. Faites beaucoup d'offres, marchez dans un quartier, c'est direct, c'est du concret. On est en mode prise de notes, on sort son carnet. Et soudain, sans transition, on bascule sur réflexion finale. On quitte le comment pour le pourquoi. Et on retrouve l'histoire de l'investissement, les 3 types de revenus, le fameux cash flow quadrant. Des concepts puissants, mais ils arrivent à un moment où le lecteur était mentalement ailleurs. Il était en train de retrousser ses manches et on le remet dans un cours théorique. Et ce n'est pas fini. Juste après, la tonalité change encore. Ah oui, On a une présentation très détaillée des autres livres, des jeux de société, des coachings. ça devient une annexe commerciale. Voilà, et c'est ça qui affaiblit le tout, je trouve. C'est là que le bas blesse. Chaque partie, prise isolément, a de la valeur. La liste est utile. La conclusion est inspirante. Les ressources sont intéressantes. Mais ensemble, Ensemble, elles se cannibalisent.
La liste d'actions perd son punch, la conclusion philosophique semble moins sincère parce qu'elle sert de transition vers un argumentaire de vente. Et la promotion semble intrusive. Exactement. On brise un peu le contrat de confiance. Le lecteur pensait lire la fin d'un livre et il se retrouve dans un tunnel de vente. C'est un peu... C'est comme regarder un film émouvant et juste avant le générique, l'acteur se tourne vers la caméra et essaie de te vendre une assurance vie. C'est exactement ça. L'impact de la fin est complètement dilué. Alors, comment on arrange ça? La solution, heureusement, elle est purement structurelle. Il suffirait de créer des séparations très claires. D'accord. On pourrait imaginer une structure en 3 temps, 3 chapitres ou sections distinctes à la fin. Vas-y. D'abord, un chapitre final intitulé, par exemple, « Votre plan d'action immédiat ». Ce chapitre contiendrait uniquement la liste des actions à faire. Rien d'autre? Rien d'autre. Quand le lecteur le termine, il sait quoi faire demain matin. Mission accomplie. Ensuite, un épilogue ou une conclusion, la vision d'ensemble. Et là, on met la philosophie? C'est ça. C'est là que l'auteur raconte l'histoire, résume sa pensée, donne la dernière dose d'inspiration. C'est le vrai point final émotionnel du livre. Et la partie promotionnelle? On la met tout à la fin, dans une section bien identifiée, pour aller plus loin, ou ressources. D'accord, c'est transparent. Voilà, ce n'est plus un piège, c'est un service. C'est une réponse à la question « et maintenant ?» Cette clarté change tout. Elle respecte l'intelligence du lecteur et au final, elle renforce l'autorité de l'auteur. Ça me semble beaucoup plus logique. Ce qui nous amène au troisième point, qui est encore une question d'équilibre. D'accord? L'un des grands talents de l'auteur, c'est de rendre simples des concepts financiers qui font peur. Mais parfois, cette simplification frôle la sursimplification. Ce qui peut être dangereux. Exactement. Surtout pour un lecteur novice. C'est le défi le plus subtil de ce genre de livre. Dédramatiser la finance, c'est essentiel. Mais quand la simplification donne une fausse impression de facilité, là, ça pose problème. Tu as un exemple? Oui, la phrase qui m'a le plus interpellée, c'est « J'ai acheté le condo identique à côté pour 50 000 $. J'ai fait mes achats à la vente aux enchères pour saisie. » Ah oui! En lisant ça, on se dit « Waouh, c'est ça le secret. Il suffit d'aller aux ventes enchères. » Pour acheter des biens à moitié prix. Ça sonne comme une porte dérobée vers la richesse. Ben oui, sauf que cette porte dérobée est souvent gardée par un dragon. Acheter à une vente sur saisie, c'est une des stratégies immobilières les plus complexes et risquées qui existent. D'accord. Ça demande des connaissances juridiques, la capacité de faire une analyse express sans visiter le bien et surtout avoir le cash là, tout de suite. Donc un lecteur novice qui se lance là-dedans tête baissée? Il peut y perdre toutes ses économies. C'est un parfait exemple où la simplification devient un conseil potentiellement dévastateur. Et il y en a d'autres de ce type? Oui, le mantra qui est très puissant d'ailleurs. L'argent n'est qu'une idée. J'adore cette phrase. Elle est très libératrice. Elle aide à dépasser la peur de manquer. Elle l'est. Le piège n'est pas dans la phrase, il est dans ce qu'elle peut laisser entendre. C'est-à-dire? Pour un esprit non averti, l'argent est une idée peut vite glisser vers la richesse se matérialise par la pensée, une sorte de pensée magique. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Pas vraiment, non. Ça peut faire oublier que si l'argent naît d'une idée, sa transformation en actif tangible demande un plan, une stratégie et beaucoup de travail. L'idée, c'est la graine, mais il faut encore labourer. Comment on corrige ça sans perdre la force de ces concepts? On ne veut pas transformer une phrase choc en un long paragraphe juridique. Non, bien sûr. Encore une fois, la solution, c'est d'ajouter une petite touche de contexte. Ok. Reprenons l'achat aux enchères. Imagine si la phrase était « J'ai acheté le condo à côté pour 50 000 $. À une vente aux enchères, une technique que j'ai pu maîtriser après avoir investi 500 $ dans un cours spécialisé. » Ah, ça change tout. N'est-ce pas? L'opportunité n'est plus une trouvaille chanceuse, mais le résultat d'un investissement en formation. Ça ne décourage pas. Au contraire, ça montre le chemin. Formez-vous. Précisément, on transforme l'affirmation audacieuse en une leçon sur l'importance de l'éducation. Pour le mantra « l'argent est qu'une idée », Oui? on pourrait juste le compléter? Par exemple? L'argent n'est qu'une idée. Et c'est pourquoi votre intelligence financière est votre plus grand atout. C'est elle qui transforme l'idée en plan, puis en action. On garde l'inspiration, mais on la connecte à l'action et à la formation. On rappelle que l'idée seule ne suffit pas. D'accord. Donc, si je résume les pistes, premièrement, nuancer les exemples de succès en y intégrant la notion de risque et de préparation. Oui, pour construire une confiance solide, pas naïve. Deuxièmement, clarifier la structure de fin en créant 3 sections bien distinctes,
le plan d'action, la conclusion philosophique et les ressources. Pour respecter le parcours du lecteur et rendre chaque partie plus forte. Et troisièmement, équilibrer la simplification des concepts financiers, ajouter juste assez de contexte pour souligner l'importance de l'éducation, pour que simple ne soit pas confondu avec facile. Tout à fait. Ce texte a déjà l'ingrédient le plus rare, la capacité à inspirer le changement. C'est un don. C'est vrai. En intégrant ces quelques éléments, il pourrait passer de livre de motivation à guide de transformation financière durable. Il a le potentiel de devenir un classique, non seulement inspirant, mais aussi profondément fiable. On serait donc ravis de poursuivre cette discussion si une version retravaillée nous était soumise. Absolument. La discussion serait passionnante.